What's up guys et bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Cette semaine, on est back avec un épisode sur les méthodes d'entraînement et on parle d'une de mes méthodes préférées pour aller développer la force ou pour aller chercher un grand recrutement de ton système nerveux et c'est le Overcoming ISO. Il y a d'autres types d'applications puis il y a plein de détails que vous allez trouver dans le podcast sur, par exemple, combien de temps tenir le Overcoming ISO ou quel setup. Peut-être le faire en contraste avec des sauces, so stay tuned. Alright, fait que j'ai vu Bam la semaine passée au gym. J'étais vraiment surpris de le voir, mais j'ai vu des gars qui, en Colombie, dans un gym, qui faisaient une méthode d'entraînement qui est du Overcoming ISOs. Puis honnêtement, je le voyais, puis j'étais pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient en No Colombie, way! faire des Overcoming ISOs. Puis je voulais te poser la question, puis je pensais que c'était un bon moment pour en parler ensemble parce que c'est une méthode que j'ai à peu près jamais utilisée, à part peut-être une fois ou deux quand je jouais à Laval. Puis ça m'a comme titillé, ça m'a intrigué, puis je me suis dit, si je ne l'ai jamais utilisé, peut-être que je pourrais en bénéficier. Puis je suis convaincu que ça peut être bon pour des joueurs de foot parce que je t'ai déjà entendu en parler sur Instagram et à d'autres places, en fait. Là. Fait que j'ai déjà vu des gars de Limoilou en faire, des gars que tu coaches en faire. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Fait que je voulais que tu m'introduises à cette méthode d'entraînement-là. Yeah, alright. So, c'était quoi leur setup exactement? C'était à quel mouvement? C'était au bench, au squat, au C'était comme un squat from pins, mais en dessous, la barre contre les était en pins? dessous des pins. Good, nice, ok. So, dans cet exemple-là, je vais le décrire là, verbalement pour que le monde qui nous écoute puisse bien comprendre. Tu ferais un squat normal, mais au lieu de partir avec une charge, tu aurais la barre sur le dos, puis tu pousserais contre des pins qui ferait en sorte que la barre ne bouge pas. Il n'y a aucun mouvement de créer. Okay? Puis l'idée, c'est que tu veux forcer le plus fort possible dans cette position-là pour aller chercher le meilleur ou le plus haut recrutement musculaire possible. Okay? Parce que je vais te poser une question, Marc. C'est à quelle vitesse que tu vas aller chercher le maximum de recrutement musculaire, le maximum de force que ton muscle va produire? C'est à quelle vitesse? À quelle vitesse? Ouais. J'ai deux réponses qui sont probablement mauvaises. Je dirais un, à vitesse maximale. Mm-hmm. Puis deux, probablement overcoming ISOs, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de vitesse, mais que tu forces au max pour essayer de déplacer une charge. Fait que, ben, comme des deux, là, à quelle vitesse précise que ton muscle va générer le plus de force? C'est un peu une question piège, mais c'est à la vitesse zéro. Puis quand on parle de générer de la force, puis faire un mouvement ou générer de la force ou que ta barre ait de la force ou que ton mouvement ait de la force, c'est différent. Parce que quand tu fais un mouvement, par exemple, je squatte avec des charges normales, l'objectif, oui, c'est de bouger si on veut le plus haut possible si tu veux devenir fort, mais c'est surtout d'aller chercher le meilleur recrutement musculaire. Là. Tu vas aller chercher le plus d'unités motrices au niveau de tes quads, au niveau de tes muscles. Tu vas aller chercher le plus de fibres musculaires à contracter pour aller chercher le meilleur mouvement possible. Et la résultante va être que tu vas bouger plus de poids sur la barre. Mais à la base, si tu recrutes plus d'unités motrices, plus de fibres musculaires, mais qu'il n'y a pas plus de poids sur la barre, ben on s'en fout pour un joueur de foot. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Le fait que tu mettes plus de poids sur la barre, c'est une expression de la force que tu génères. C'est pas ça, la force que tu génères réellement au niveau de ton muscle. La Okay. force que tu génères, c'est la tension que tu crées à cause de que tes fibres musculaires sont contractées, qui eux vont essayer de bouger tes hanches, tes genoux. Okay? Par exemple, tes chevilles. Mhm. Ça, c'est la force qui est développée au point de vue physiologique. C'est ça qui nous intéresse en développement athlétique, en entraînement, plus que la charge que tu vas mettre. Parce que tu pourrais mettre plus de charge sur un squat si tu vas moins bas, si tu cheats un peu la motion puis tu lèves un peu plus les hanches, si tu bounces plus à la fin de ton squat. Fait que c'est toutes des choses qui font en sorte que visuellement, tu as de l'air plus fort, mais que tu ne génères pas plus de force au point de vue physiologique. Mhm. Fait que la réponse à c'est à quelle vitesse que tu génères le plus de force,
au C'est niveau de pas de tes muscles, vitesse. c'est pas de vitesse. C'est à Ta deuxième zéro. réponse était bonne. Ouais, ben là, tes deux réponses étaient complètement opposées. Là. Je t'aurais donné zéro, t'avais aucune idée. Là. Mais techniquement, j'aurais dû avoir T'avais une un petite idée. demi-point. T'avais une petite idée. T'avais une petite idée. C'est à zéro. Lorsque tu essaies le plus fort possible contre une charge qui est juste à ta limite que tu n'es pas capable de bouger. Ou, par exemple, squat, barre de squat sur le dos, tu mets les safety pins, mais tu te mets en dessous, puis là, tu essaies de lever le rack à squat le plus fort possible. Moi, ce C'est là que qui, tu vas aller chercher le meilleur recrutement musculaire. moi, la question qui me vient, honnêtement, quand on pense à ça, là, c'est de quelle façon est-ce que... Parce que souvent, on entend que la force est développée dans le range dans lequel c'est travaillé, right? Ouais. De quelle façon est-ce que le Overcoming ISOs rentre là-dedans? Parce que là, tu as une position spécifique, right? Fait que techniquement, tu viens développer de la Yep. force dans une position très spécifique. Qu'est-ce Yep. que tu fais de ça? Est-ce que ça fait que tu deviens plus fort là, plus faible ailleurs? Comment tu gères ça? Ça, c'est la partie peut-être que je comprends pas, là. Mais... Il y a quand même un transfert. C'est pas, par exemple, je travaille à 90 degrés, je suis juste plus fort à 90 degrés. Il y a un transfert. Euh, Puis ce qui est de mémoire, là, ce que j'ai lu, qui est répertorié dans la littérature, c'est environ de 15 à 20 degrés, plus ou moins 15-20 degrés de cette amplitude de mouvement-là, tu vas développer de la force, mais réellement, tu vas quand même développer de la force, pas seulement dans l'angle précis, mais dans la position ou le mouvement que tu entraînes. Fait que, mettons, je suis en train d'entraîner le squat, ça devrait se répercuter sur ton squat au complet, mais juste vraiment plus aux alentours de l'angle que tu travailles. Fait que c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas complet. Puis je ferai pas juste du overcoming ISO dans un entraînement. Souvent, ce que je fais, lorsqu'on parle du développement de la force, parce qu'on est sur ce sujet-là, c'est je vais le pairer avec le mouvement complet ou concentré. Fait que, par exemple, je vais souvent faire un contraste de overcoming ISO au squat, prendre une bonne pause, puis ça va être suivi d'un squat lourd ou explosif. Fait que l'objectif de ton overcoming ISO, oui, c'est d'aller chercher, ça peut être d'aller chercher une force dans une position précise, Mais il vient potentialiser aussi probablement ton squat mais c'est complet. surtout d'aller chercher, exact, c'est surtout au point de vue nerveux d'aller chercher un haut recrutement, un haut signal au point de vue du système nerveux central vers tes muscles, par exemple au squat, de lower body, de jambes, pour qu'après ça, tu aies accès à ce recrutement-là dans OK. d'autres mouvements. Fait que Interesting. ça peut être utilisé de cette façon-là. Ça dépend aussi, tu peux faire un overcoming ISO, mais très long. Fait qu'à ce moment-là, tu vas être peut-être point de vue plus endurance ou point de vue santé tendineuse. Tu pourrais faire des reps, tu pourrais travailler plusieurs angles. Fait que je pourrais faire un overcoming ISO à un peu plus bas dans mon squat, un peu plus haut, puis en fin de position dans mon squat. Tu pourrais utiliser cette méthode-là aussi pour aller chercher, OK, je vais être vraiment plus fort, mais dans cette position précise-là. Par exemple, au sprint, je vais aller, au lieu de, je vais aller chercher un, je vais faire, on reprend l'exemple du squat. Pour le sprint, je vais le faire avec le talon qui est surélevé du sol pour connecter la force de ma cheville avec la force de mon genou et de ma hanche, avec un petit degré de flexion au niveau du genou, un petit degré de flexion au niveau de la hanche, qui est une position hyper clé au sprint quand tu es dans ta position de max speed. Mhm. Fait qu'il y a plusieurs applications. Puis on peut les survoler rapidement, mais j'ai fait le tour des applications que moi j'utilise pour le overcoming ISO. Il y en a peut-être d'autres dans les trainings que je prescris. Puis de quelle façon tu choisis l'angle dans lequel tu le fais? Est-ce que, là, tu as parlé par exemple celle du sprint. Est-ce que des fois il y a des applications qui sont moins précises que cet angle de sprint-là? Ou est-ce que par exemple, on peut prendre d'autres exemples que le squat, mais moi je me dis, OK, ben sur mon bench, mon Mhm. lockout est la partie où je suis le plus faible, right? Fait que est-ce que je devrais faire un overcoming ISO à mon lockout ou peu importe dans mon point qui, Mhm. moi, est le plus faible pour venir débloquer, si on veut, ce range-là dans ce que je pourrais pousser. Même principe dans un deadlift. Ouais. On a toutes des positions plus faibles peut-être pour certains lifts.
est-ce que c'est comme ça que tu l'utilises dans un contexte de développer la force ou ça, c'est trop focus sur déplacer une charge sur un poids, sur un banc? Je sais pas. Ça va dépendre de tes objectifs. Fait que l'objectif, qu'est-ce que tu vas aller chercher précisément avec ton overcoming ISO quand tu vas analyser ça, ça va te dire dans quel angle ou position précise que tu veux faire ton mouvement. Fait que pour reprendre, on va changer de mouvement, on va parler de bench. Au bench, si ton objectif c'est d'être plus fort au bench, fait que style, on le voit beaucoup dans les trainings de powerlifter, si je veux travailler pour devenir plus fort à mon bench, je veux travailler mon weak link ou la partie ou l'angle ou le range of motion où est-ce que je suis le moins fort. Fait que si toi, Marc, c'était ton lock-off, ben oui, tu préfères un overcoming ISO à partir de l'angle de lock-off où est-ce que tu es moins fort sur ton mouvement de bench. Mm-hmm. Pour les athlètes, je ne l'utilise jamais comme ça parce que l'objectif, c'est jamais d'être plus fort au bench. Ça dépend Si ton exactement. objectif, c'est d'être plus fort ou d'avoir un meilleur recrutement, ben, à ce moment-là, tu vas aller chercher l'angle où est-ce que tu as le plus de force biomécaniquement. Fait que souvent, ça va être un angle qui est à mi-chemin de ton range of motion. Fait que carrément les bras à peu près à 90 pour ton bench. Wow, tu te fais influencer par Joel Seedman à fond, mon gars. Non, 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 non. Arrête. Je t'arrête là, on fait même pas de parenthèse. On le prononce pas ce nom sur le podcast. Ouais. Son langue que tu serais le plus fort serait ton 90. OK? Fait que tout ce qui est activation, recrutement, force, c'est dans cet angle-là que tu vas aller chercher. Si tu veux travailler un angle précis, ben on a donné l'exemple pour devenir plus fort au bench parce que je suis moins fort dans un angle, ben, tu vas aller chercher l'angle que tu veux travailler précisément. Pour le upper body, j'ai moins d'exemples, mais pour le lower body, les meilleurs exemples que j'ai, c'est d'aller chercher des positions précises qui sont importantes dans tes mouvements de sprint, par exemple. Okay. Juste pour faire cette parenthèse-là, l'idée, c'est que quand tu sprints, il y a beaucoup de. Quand tu accélères, il y a beaucoup de mouvements concentriques, mais quand tu es rendu en top speed, les contractions que tu as, c'est des contractions qui sont presque isométriques. Dans le sens que la plupart du temps, par exemple, dans ton top speed, tu vas le passer dans les airs. Puis tu vas passer un petit peu de temps au sol pour générer de la force, pour continuer ton mouvement de cycle. Mais quand tu regardes les sprinters les plus efficaces, les plus rapides, ils passeront pas tant de temps que ça au sol. Puis l'idée, c'est. Puis quand on fait l'analyse de comment le muscle contracte puis fonctionne par rapport à ce mouvement-là, c'est que quand ton pied va toucher le sol, il va avoir une contraction hyper forte qui va durer un petit moment, puis le range of motion dans lequel ta jambe va forcer ne sera pas très grand. Fait que comme il y a du monde qui se sont dit, OK, ben pourquoi pas travailler précisément cet angle-là pour quand j'arrive proche de mes phases de performance en sprint. Puis c'est de là que vient l'idée de travailler des angles précis au sprint. OK. Puis sinon, si tu voudrais développer la. Si tu voudrais aller chercher tes tendons plus précisément, OK, ou est-ce que, OK, là, par exemple, je sais pas, je veux renforcer ces tendons-là ou j'ai une tendinopathie où j'ai Exemple, besoin de. exemple, moi en ce moment, j'ai un petit peu mal au tendon d'Achille à gauche. Est-ce qu'il y a un mouvement est-ce que je pourrais utiliser ça pour m'aider avec ça, par exemple? Ben, oui, juste faire attention. Tu sais, je veux faire attention avec les tendinopathies puis les tendinites, mais mettons que tu voudrais renforcer ton tendon d'Achille over the long term, ben, d'aller chercher une contraction isométrique en haut de 30 secondes serait vraiment intéressant. Le overcoming ISO peut être une de ces méthodes-là, pas mal plus intense puis stressant que d'autres formes d'isométrique. Mais à ce moment-là, tu voudrais aller chercher l'angle où est-ce que le muscle est dans une position neutre. Fait qu'à ce moment-là, au niveau de ton tendon d'Achille, c'est probablement lorsque ton pied est flat au sol, là, fait que ta cheville est à 90 degrés. Mhm. OK. Je pense que ça fait le tour au niveau des angles. On peut peut-être enchaîner avec euh, les temps de contraction ou les types de quelle façon on veut faire les reps pour quantifier le volume.
Moi, c'est ce que je voulais te demander. Comment tu places ça dans un entraînement? Fait que là, tu t'as parlé de le pairer avec un autre exercice. C'est quelque chose que tu fais en début de session ou en fin de session. Puis ensuite, en termes de nombre de reps, puis de séries, puis Mhm. comment ça fonctionne. Parce que réellement, on entend tout le temps du 3 fois 10 à 12, du 4 fois 6 à 8, du 5 fois 5, ci, du ça. Mais pour du overcoming ISOs, là, Ouais, on n'a pas de nombre de reps, on a du temps. Comment ça non. fonctionne? L'option numéro un la plus simple, c'est de travailler en rep quand même. Parce que parce que quand tu vas aller chercher un recrutement de fibre musculaire, lorsque ton recrutement est le plus haut, c'est quand même en dedans des 3 premières secondes de ta contraction. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que tu essaies de maintenir ta force, mais elle ne va pas maintenir, elle va juste descendre tranquillement alors que tu essaies de la maintenir. Fait que de la faire de façon cyclique, tu forces le plus fort possible, 3 secondes, tu relâches un petit peu, tu forces le plus fort possible pendant 3 secondes, tu relâches, puis tu fais des reps de 3 secondes de cette façon-là. Ça peut être vraiment intéressant. Puis, si tu es habitué de travailler avec des reps, ben, tu as juste qu'à travailler en rep de 3 secondes. Fait que si tu veux travailler de la force, la plupart du monde vont faire 5 reps, 1 à 5 reps. Ben, tu vas faire 1 à 5 reps de 3 secondes. Puis, comment tu choisis le nombre de reps versus le temps que tu forces? Est-ce qu'on vise un temps par série? Tu sais, mettons, des reps de 3 secondes fois 5, est-ce qu'on vise 15 secondes total ou comment je le programme? Tu sais, je veux-tu faire. Est-ce que me dire, bon, je fais 10 fois, 3 séries de 10 fois 3 secondes? Donc, c'est-tu trop? Est-ce que je pourrais faire des 1 seconde ou 2 secondes overcoming ISOs? Comment you make it happen? Moi, je mettrais. Écoute, quand je travaille en rep, le guideline que je donne, c'est vraiment simple. C'est une rep, c'est le temps que ça te prend pour aller chercher un effort max, et ensuite sur l'âge. Puis si c'est en haut de 3 secondes, ben t'arrêtes à 3 secondes. Fait que, tu sais, ça peut être à quelque part entre 2 et 3 secondes là, environ. Puis la plupart Un des peu au athlètes vont se situer feeling là-dedans. de quand tu sens Ouais, ouais, l'effort ouais. max, puis dès que je le perds, ben je le perds, puis j'arrête. Exact, c'est ça. Puis, OK. je veux dire, si je suis avec la personne puis que je peux l'aider, ben ça va être je vais mettre le cut-off à 3 secondes où je vais y dire tu fais ta rep pendant 3 secondes, tu forces le plus fort possible, puis that's it. Mhm. Et je le sais que tout le monde va aller chercher ou la plupart du monde va aller chercher leur recrutement max, mais c'est parce qu'il y a du monde qui, des fois, ils vont être plus lents dans leur production de force, ils vont mettre un peu de tension, puis ils vont commencer à forcer tranquillement jusqu'à temps d'aller chercher un pic. Tu as d'autres athlètes qui, eux, naturellement, ils vont essayer de défoncer la barre d'un pin. Puis là, Mhm. fait que eux, ça va peut-être être plus rapide. Essayer de Fait battre que des c'est pins. le plus simple, c'est donne des reps. Tu dis rep de 2-3 secondes, va chercher le max de contraction. Pas plus compliqué que ça. Puis de manière générale, 5 reps de max contraction serait pretty good. Ça dépend de tes objectifs. Puis à ce moment-là, je te dirais, suis un peu les mêmes guidelines que tu suivrais dans un entraînement normal. Moi, personnellement, en rep, j'utilise juste pour une optique de recrutement, de potentiation ou de force. Fait que je vais jamais en haut de 6 reps, honnêtement. Parfait. Si mon optique est plus de capacité à répéter un effort, là, il va avoir peut-être plus de reps. Mais à ce moment-là, avec la plupart, avec les athlètes que je coach, en fait, à ce moment-là, ça va être juste un temps en continu. Fait que OK. à partir d'en haut, à partir de 30 secondes en montant, ça serait dans ce range-là. Puis en overcoming ISO, j'irai pas ben en haut de 30 secondes parce que c'est vraiment tough de soutenir une rep isométrique de cette façon-là. En haut de 30 secondes, là, j'irais probablement plus. Même honnêtement, là, je garderais ça en 20 secondes puis en descendant. Puis à partir de 30 secondes en montant, si mon objectif c'est de travailler de la capacité ou travailler la santé tendineuse ou tendon stiffness, j'irais probablement avec un yielding style ISO, qui est un autre type d'ISO qu'on va Ce qui parler voudrait dans un autre dire, épisode. juste pour qu'on fasse une page, je prends une charge, puis je la retiens dans une certaine position pendant 30 secondes, puis je bouge pas, je fais la statue. Exactement. Fait que ça serait vraiment statique. Tu pourrais le faire. Body weight serait ta version la plus simple, la moins intense en termes de force. Ouais. Puis avec très lourd que tu gardes pendant 30 secondes serait ton plus intense. Cool. Tough. C'est-tu très stressant sur le système nerveux comme type d'entraînement des Overcoming ISOs? J'ai appris quelque chose récemment au point de vue du système nerveux. Puis
qu'est-ce qui est, selon toi, le plus stressant au point de vue du système nerveux central ou périphérique? Fait que quand on parle central, c'est point de vue de cortex, que tu envoies un signal pour aller faire une contraction musculaire, puis périphérique ou local sera au point de vue de OK, mes axones ou mon unité motrice, ma fibre musculaire. Ma réponse que tu vas me dire qui est probablement la mauvaise, là, mais ce serait d'essayer quelque chose. Ce serait l'échec là, de fail à Mhm. un lift, par exemple. Que tu essaies de le faire, tu fights, Ouais. puis tu le fails, tu le rates. C'est pas une mauvaise réponse. Ça, c'est vrai que ça va être très stressant, pas mal plus qu'une série que tu vas pas faire. Mais overall, ça va être beaucoup en lien avec ton volume total. OK. C'est énormément en lien avec ton volume total plus que l'intensité. Fait que Ah si ouais. tu as beaucoup d'intensité, peu de volume, ça va être vraiment moins. Ça sera pas si stressant comparé à si tu as beaucoup de volume et moins d'intensité au point de vue du système nerveux. C'est Puis contre-intuitif. c'est contre-intuitif, puis c'est contraire à ce qu'on entend. On a beaucoup entendu, mais ça a été étudié plus récemment, puis là, on pourrait deep dive là-dedans, mais je pense pas que ça va intéresser beaucoup de monde qui nous écoute. Ma question serait, penses-tu que c'est dû au tonnage total? Euh, je pense, c'est une bonne question, mais c'est dur à, on peut pas le calculer comme ça parce que c'est externe. Mhm. C'est externe au mouvement que tu produis, mais Ouais, c'est ouais, ouais. physiologiquement, c'est tout le temps interne. C'est est-ce que ta fibre musculaire s'est contractée suite à un influx nerveux? Ouais, mais ça Puis se calcule pas. Interne, on sera jamais capable de le calculer par nous-mêmes. ça se calcule pas. Ça se calcule pas exactement comme ça. C'est là que le coaching, la partie un peu plus intuitive du coaching entre en jeu, là, puis l'expérience du coach entre en jeu, parce qu'on peut pas le Mhm. mesurer avec une donnée puis dire ah ok, il y a un lien direct entre ton total weight move ou whatever. Là. Ça Ouais. dépend de ton amplitude de mouvement, ça dépend du type de mouvement, la vitesse de mouvement, comment tu calcules tout ça overall. Là. Mhm. OK. Interesting. Y a-t-il des choses de quoi on n'a pas parlé par rapport au Overcoming ISOs parce que les gars ont fait ça en Colombie? Fait que je sais pas quelle question te poser, honnêtement. Ben, après ça, dans les applications, rapidement que on en a parlé de comment on peut l'utiliser, mais à l'intérieur d'un set ou à quel moment, si c'est plus en activation ou en potentiation, je le ferai seul, peut-être 2 ou 3 séries avant de commencer mon training normal. Si je le fais dans une optique de développement de force, je le ferai probablement en superset ou en contraste avec un mouvement, avec une amplitude de mouvement plus grande. Mhm. Si mon objectif, c'est de travailler plus en capacité ou santé tendineuses, je le ferai probablement à la fin du training à ce moment-là. Mais c'est les guidelines générales de training. Fait que plus c'est intense, si on veut, ou plus haute intensité, Plus c'est tôt. plus c'est tôt, moins l'intensité est haute, ou plus l'effort est long, je le mets plus à la fin, en général. Puis peut-être la dernière chose que là je me questionne, c'est est-ce que. Ben, c'est sûr qu'il doit y avoir moyen de trop en faire, comme n'importe quoi. Je veux dire, il doit y avoir moyen de trop en Mhm. faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, OK, ben là, je fais une phase de Overcoming ISOs, fait que mes 3 workouts de la semaine, j'utilise du Overcoming ISOs dans différents mouvements ou ainsi de suite, ou c'est spécifique à une journée ou à un mouvement, ou de quelle façon ça se présente? Ben, ça va dépendre des phases, mais comme, tu sais, honnêtement, c'est pas si stressant que ça comme, comme méthode, là, si on veut, là, comparé à, mettons, un French contrast, que là, c'est comme, tu vas chercher quelque chose de très, 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 très intense. Fait que comme, tu pourrais l'utiliser, là, ultimement, là, tout le temps, mais je le fais pas parce que c'est pas tant le fun. Les athlètes aiment pas tant ça. Ça fait mal. T'as besoin de quelqu'un te De crier challenger, après. pour te pousser, pour te crier après. C'est fait comme c'est plus point de vue coaching puis psychologique. Moi, je l'utilise peut-être à coup d'un mois, peut-être 2. Mhm. Puis à ce moment-là, si je l'utilise à plusieurs
programmes de suite ou plusieurs blocs de suite, c'est peut-être en maintien, in-season, parce que qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas beaucoup de mouvements concentriques et excentriques, donc ça va produire très peu de soreness aussi, à cause de ça. Ouais. Fait que ça, c'est hyper intéressant au point de vue activation, pre-game, le journée avant d'une game. J'allais dire le jour d'une game ou la veille, ça pourrait être cool. Jour d'une game, exact, à la limite. Mais sinon, c'est un mouvement comme un autre, fait que je le programme comme les autres mouvements en fonction des objectifs, en fonction de rep ou whatever. Ou même en training camp. Tu sais, je donne un exemple. Training camp. J'ai un training camp, je suis en spring camp de 6 jours. Je vais aller au gym une fois ou deux dans 6 jours. Maybe not a Absolument. Absolument. Un dernier truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a parlé de contraste dans un mouvement de force, mais contraste avec un mouvement pliométrique. Ce serait vraiment intéressant. Fait que par exemple, je fais des pogo jump ou des mouvements pliométriques ou de saut centré au niveau de la cheville puis du lower leg. Ben, tu pourrais le pairer en contraste avec un mouvement d'overcoming ISO au niveau du mollet, au niveau de la cheville, dans un angle que tu sais que tu vas aller chercher dans ton mouvement de pliométrique si on veut. Tu pourrais le faire pour un saut vertical, tu pourrais le faire pour un saut en longueur, tu pourrais le faire énorme. Il y a vraiment beaucoup d'applications. Yep. OK, cool. Good stuff. Anything to add? Essayez ça, guys. Vous allez prendre... Peace. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.